Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Mon but, c'est d'interviewer des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des créateurs d'écoles, enfin toutes les personnes qui cherchent à développer le plein potentiel des enfants. Parce que j'ai une mission dans la vie, c'est de changer le monde par l'éducation. Alors, c'est pas une petite mission, je suis d'accord, mais en tout cas, j'essaye de faire ma part, avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, et bien sûr le podcast. Donc au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne les adultes pour qu'ils puissent mettre leur talent au service des enfants. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir le travail de Stéphanie et Marie. Ce sont deux enseignantes de maternelle qui travaillent dans une école à Besançon. Et depuis septembre 2018, elles ont mis un projet en place, le projet Pour une école heureuse. Donc comme Pour une enfance heureuse, le livre de Catherine Guéguin. Et leur façon de travailler est quand même assez différente de la majorité des écoles maternelles, de ce qu'on voit dans la majorité des écoles maternelles. Et je trouve qu'elles ont réussi à ramener de la vie dans l'école. Donc je laisse place à ma conversation avec Stéphanie et Marie. Bonjour Stéphanie, bonjour Marie. Bonjour Céline. Bonjour Céline. Donc là, c'est le premier podcast que je fais aujourd'hui avec deux invités. Mais c'était pas possible de le faire qu'avec Stéphanie ou qu'avec Marie. C'était vraiment important pour moi de pouvoir vous parler à toutes les deux en même temps. Parce que depuis 2018, vous avez un projet, différent dans votre école maternelle à Besançon. Et je vous ai invité sur le podcast pour que vous puissiez en parler aux auditeurs et leur faire découvrir votre projet. Et on est enchantés de partager cette expérience avec vous. Donc merci pour l'invitation. C'est depuis septembre 2018 que vous avez commencé, c'est bien ça? C'est ça. Oui. On a commencé en septembre 2018 et c'est un projet qu'on a proposé à l'inspection académique du Doubs en février 2018. D'accord, donc là vous êtes dans votre deuxième année. Ouais. Oui, c'est ça. Bon, qui est un peu chamboulée du coup forcément avec le coronavirus, mais... Et alors, est-ce que vous pourriez nous parler du projet, des fondements, des différents axes? Alors, le projet, il s'appuie sur 5 axes principaux qui sont le mélange des âges, l'autonomie, c'est-à-dire le libre choix des activités, la cogestion, c'est-à-dire que Marie et moi s'occupons de tous les élèves de nos deux classes ensemble, l'éco-citoyenneté avec un travail sur le respect de soi, le respect des autres et le respect de la nature. Voilà, rien que l'axe éco-citoyenneté est déjà bien complet. Et puis un autre axe aussi très très important qui est le lien avec les familles. Oui. D'accord. Voilà, et qui après se décline en des petits déjeuners par an, des invitations des parents en classe, différentes choses encore. D'accord. Et avant 2018, vous travailliez chacune dans votre école, c'est ça? C'est vraiment en septembre 2018 que vous avez eu l'opportunité de travailler dans la même école? Oui, en fait, moi je suis titulaire de mon poste à l'école Condorcet et je connaissais déjà Stéphanie avant. On travaillait toutes les deux de la même façon dans nos classes, donc on échangeait souvent sur nos idées, nos pratiques. Et c'est quand il y a eu une ouverture de classe dans mon école que là, on a sauté sur l'occasion de demander au DAZEN de mettre Stéphanie sur ce poste. Donc, elle a eu une affectation à l'année, donc une AFA, qui a été renouvelée pour la deuxième année. D'accord. Et là, on est dans l'attente encore soit d'un renouvellement, soit d'une titularisation. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas encore comment ça va se dérouler. Oui, chaque année, c'est quand même un petit peu remis en question. Vous avez quand même le doute, ou un petit peu peur de ne pas pouvoir continuer. Pour l'instant, c'est comme ça, effectivement. D'accord. Mais bon, c'est quand même du provisoire, mais enfin, en même temps, avec la conscience que c'est déjà une chance d'avoir pu faire ça, parce que tu vois, dans l'éducation nationale, être affecté sur un poste en dehors du mouvement et du barème, c'est quand même déjà très exceptionnel. Donc, C'est vrai qu'on a un stress, mais en même temps aussi, on sait qu'on a de la chance de pouvoir faire cette expérience. Et qu'on a aussi
on est assez confiante sur le fait de pouvoir continuer parce que tous les indicateurs sont positifs. Tous les rapports qu'on a pu avoir, les comptes rendus vont plutôt dans le bon sens, donc on est assez confiante. Mais si ça devait s'arrêter, on serait quand même déjà très contente d'avoir pu le vivre 2 ans. Oui. Parce qu'effectivement, ce fonctionnement en atelier libre autonome, en fait, c'est vrai, comme disait Marie, on l'a expérimenté auparavant chacune dans nos classes, mais on s'est très vite rendu compte des limites de travailler de cette façon différente sur une année, avec des enfants éventuellement qui nous arrivaient de petites sections en ayant connu autre chose, qui ensuite repartaient en grande section ou en CP avec un retour à des pédagogies traditionnelles. Et ça n'avait du coup pas beaucoup de sens pour nous de déployer autant d'énergie pour installer des choses en profondeur dans les habitudes des enfants, dans leurs relations, pour qu'ensuite toutes ces habitudes soient déconstruites. On voyait pas beaucoup de sens à tout ça, et c'est vrai que le fait de travailler ensemble de façon cohérente au sein d'une école, au sein d'une équipe, et ben maintenant ça prend tout son sens, et ça prend son sens, et surtout on voit les effets vraiment bénéfiques en proposant cette pédagogie sur plusieurs années. On voit vraiment ce que ça construit pour l'enfant. Oui, tu veux dire que l'enfant n'en profite pas juste une année et retourne après à un fonctionnement traditionnel. Là, du coup, vous pouvez suivre les enfants sur 3 ans. Enfin, si le projet continue, c'est ça sera sur 3 ans. Et le fait de travailler aussi en équipe, ça je l'ai lu dans le projet que vous avez rédigé, le fait de travailler en équipe et d'être toutes les deux sur la même longueur d'onde, enfin c'est même plus que sur la même longueur d'onde, parce que c'était rigolo, Stéphanie, quand on a commencé à parler, voilà, je t'ai demandé pour la fin du podcast un livre, un coup de cœur ou coup de gueule et une citation, et en fait Marie nous a rejoint juste après et a dit exactement les mêmes choses, à croire qu'elle nous avait entendu. Donc je pense que vous êtes bien sur la même longueur d'onde. Est-ce que ça justement c'est pas une partie indispensable pour que ça fonctionne, le fait de ne pas être isolé dans une école? Le fait déjà de s'entendre très bien, ça c'est sûr que c'est vraiment le top. Ça, on peut pas dire le contraire. Après, c'est pas forcément de se ressembler vraiment, c'est d'avoir un peu les mêmes visions, et c'est de pouvoir travailler ensemble. Parce qu'on a quand même beaucoup de collègues, et moi j'en faisais partie avant, on se sentait isolés, on se sentait à faire chacun notre petit travail, chacun pour soi, et ça c'est assez difficile à vivre finalement. Et même si on a des collègues qui sont sympas, c'est pas la même chose que de construire ensemble un projet. Et là, avec Stéphanie, on construit le même projet, mais avec les mêmes élèves. Et ça, c'est la richesse du projet. Parce que avoir un regard croisé sur les mêmes enfants, ça, c'est très, très fort. On ne voit pas les mêmes choses, parce que même si on se ressemble, on n'appréhende pas les choses de la même façon, on n'a pas les mêmes émotions au même moment, on n'a pas... voilà, on a quand même une perception qui est différente. Et ça, c'est très riche, parce que sur certains enfants, moi, je vais voir une chose que Stéphanie ne verra pas, et inversement. Et quand on débriefe ensemble après la classe, c'est là qu'on peut vraiment avoir une vision beaucoup plus riche d'un enfant. Et sur un enfant qui serait en difficulté, par exemple, c'est quand même une ressource assez exceptionnelle que d'avoir un côté positif sur une chose qu'on voit négative, par exemple. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu comme s'il y avait 3 possibilités, quoi. La première, c'est on est isolé dans on a juste notre classe à nous, multi-âge ou pas, mais voilà, on est vraiment tout seul dans l'équipe à travailler comme ça. L'autre possibilité, c'est on a une autre collègue qui travaille avec nous, voilà, dans cet esprit-là. Et vous, c'est encore une autre démarche, c'est que vous partagez vos 60 à peu près, j'imagine. Vous avez 55, 60 élèves, et le fait d'avoir ouvert les espaces, c'est encore différent du coup, puisque vous avez, comme tu dis, vous avez un autre regard sur les enfants. Oui, Stéphanie? Alors cette année, on a 50 élèves. À 50, d'accord. Et les élèves sont inscrits administrativement avec l'une ou l'autre maîtresse. Et on reste référent auprès des parents et aussi pour l'enfant. Enfin, et c'est vrai que par rapport au rendez-vous qu'on propose aux parents, voilà, c'est la maîtresse de la classe quand même qui reçoit les parents, qui gère s'il y a quelque chose, des réunions autour de l'enfant, etc.
et qui accueille les enfants en regroupement le matin. Donc on commence la journée par un regroupement et chaque enfant va sur l'ellipse de sa classe avec sa maîtresse. Et c'est une fois ce regroupement terminé que là on ouvre les portes des classes et que les enfants peuvent se déplacer dans les deux salles de classe et dans aussi une salle de jeu qui est voisine. En fait, il y a trois salles en enfilade, une salle de jeu qui sert de sieste l'après-midi et nos deux salles de classe donc, qui sont équipées principalement en matériel Montessori, mais pas que. On utilise aussi d'autres ressources qui nous paraissent intéressantes et complémentaires. Et il y a dans une des deux classes le coin langage, le coin graphisme et il y a un coin peinture libre, un coin bricolage, un coin activité sensorielle. Donc ça, c'est dans une classe. Et dans l'autre classe, il y aura les activités de mathématiques, les activités pratiques, les activités scientifiques. Voilà, donc les classes sont complémentaires et les enfants circulent. Et nous, les maîtresses, on reste pendant 15 jours dans la même classe, dans la gestion de la même classe, et puis on change tous les 15 jours. D'accord. Mais du coup, les enfants circulent et vous allez voir les 50 enfants dans la semaine ou dans les 15 jours, vous allez vraiment tous les voir. Tout à fait. Et travailler avec eux. Tout à fait. C'est ça. Alors, pour suivre tous les progrès des enfants, on a des tableaux dans chaque coin d'apprentissage, ceux que je citais tout à l'heure, mathématiques, vie pratique, etc., langage. On a des tableaux sur lesquels on note les présentations qui ont été proposées aux enfants et ensuite les acquisitions des enfants. On entoure l'activité quand elle a été réussie par l'enfant, comme ça, que ça soit nous pour s'en rappeler ou que ça soit la collègue puisqu'elle était dans l'autre classe auparavant, on peut savoir où en est l'enfant dans tel domaine d'apprentissage. Et j'ai vu sur les petites vidéos que vous m'avez envoyées aussi, les enfants peuvent prendre en photo leur travail pour garder une trace. Oui, alors en fait, à la base, les enfants ont un plan de travail déjà. On leur prépare en début de période un plan de travail qui leur est propre, où ils ont en photo les activités que l'on souhaiterait qu'ils fassent. Donc, par rapport à là où ils en sont exactement. Donc, ils ont ce petit tableau qui est personnalisé, où ils vont aller cocher l'activité s'ils l'ont réalisée, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et nous, on a aussi un petit espace pour préciser si on les a vus faire et si on les a vus réussir. Donc, ça permet aussi, du coup, de valider et d'avancer dans leur plan de travail. Quand ils ont réalisé un travail, donc ils cochent sur leur plan de travail que c'est fait, mais ils prennent aussi en photo leur travail avec une tablette. On utilise une application qui s'appelle Je Valide, qui est couplée avec une application Photobook. Donc ça nous permet de faire des photos de toutes les activités réalisées, donc ça fait une auto-évaluation par l'élève, et on compile toutes leurs réussites dans le Je Valide et ça construit un livret de réussite qui est envoyé par mail aux parents. D'accord, ouais, donc au niveau suivi, vous avez vraiment bien réfléchi aux choses. Enfin, il y a le plan de travail, il y a les photos, il y a le livret. Enfin, vous avez vraiment. Est-ce que vous avez fait tout ça pour répondre aux exigences de l'Éducation nationale ou parce que ça vous paraissait vraiment important ? Au départ, je pense que c'est quand même très dicté par l'Éducation nationale parce que il y a besoin d'avoir un suivi strict et nous, sachant qu'on allait être suivi de près, on voulait être transparente le plus possible et montrer qu'on suit nos élèves et qu'on sait exactement où ils en sont. Donc ça, c'était quand même important d'avoir ce retour-là. Mais personnellement, en tout cas, je ne sais pas si Stéphanie pense comme moi, je pense que oui. Je trouve que même si c'est un peu laborieux à mettre en place parce qu'il faut prendre en photo toutes les activités, il faut toutes les nommer. Après, c'est tellement facile à utiliser, cette application-là. Après, ça nous prend vraiment 2 minutes que de faire un plan de travail pour un enfant. Donc, c'est hyper rapide. Et c'est tellement visuel, on peut tout de suite voir où il en est, que c'est d'une richesse incroyable. Et
voilà, maintenant, je ne saurais pas faire autrement. Oui, donc ces deux outils combinés voilà, vous permettent vraiment d'avoir un regard sur la progression de chaque enfant et de préparer aussi les plans de travail. Oui. Alors, je confirme complètement ce que tu dis, Marie, c'est-à-dire que je trouve que l'introduction du plan de travail qu'on n'avait pas au début, quand on a commencé en 2018, a vraiment changé notre vie, enfin notre vie de classe, parce que les enfants, quand même, faut reconnaître, au départ, ne savaient pas toujours bien choisir tout seul leur activité, c'est-à-dire, ben oui, c'est formidable cette liberté qu'on leur laisse, mais pour certains, c'est pas si simple. Et on avait du mal à vraiment s'occuper de toutes les demandes qui nous étaient faites par les enfants. Enfin, beaucoup nous sollicitaient et on n'avait pas du tout assez de temps pour s'occuper autant qu'on aurait voulu de chacun. Et du coup, le plan de travail, ça nous permet de les renvoyer à quelque chose qui leur correspond vraiment et de façon facile. C'est-à-dire, va voir ton plan de travail, ça veut dire que là, tu vas trouver une activité qui te convient et que tu peux faire tout seul. Et ça nous a vraiment simplifié la vie et on a vu les enfants plus actifs. Ça aurait pu être un petit peu la difficulté au début des enfants qui ne savaient pas forcément faire des activités de façon autonome, qui attendaient beaucoup de nous. Et ça a vraiment enrichi l'autonomie. Oui, bah le fait de choisir, c'est pas tout le temps facile, hein. À 3 ans, 4 ans ou 5 ans, des fois ils sont un peu perdus et ils ont besoin d'être un peu plus guidés, quoi. Alors, un ressort aussi qui est vraiment, vraiment intéressant et que je trouve tellement dommage de ne pas exploiter dans le système ordinaire, où on concentre les enfants par année de naissance, c'est vraiment ce mélange des âges qui est une richesse incroyable et qui nous aide aussi. Je parlais tout à l'heure de la difficulté d'être aussi présente qu'on voudrait pour chaque enfant, hein. Et ben le mélange des âges aussi est une solution pour ça, c'est-à-dire que on compte beaucoup sur les enfants pour s'occuper les uns des autres, pour jouer ensemble. Donc nous on est en pédagogie Montessori, mais pas que, hein. On le disait tout à l'heure, on a beaucoup d'autres activités, notamment beaucoup de jeux que les enfants peuvent faire ensemble. Et c'est vrai que dans les plans de travail, par exemple, on leur propose des jeux à faire ensemble, des jeux qui leur apprennent beaucoup de choses, mais du coup, ils apprennent en jouant à plusieurs, et ça, c'est super. Et donc, le mélange des âges permet aussi à ce que des grands qui connaissent bien, par exemple, les sons, jouent avec des moyens ou des plus petits qui sont déjà très motivés à des jeux où on apprend les sons, et les enfants apprennent, sans s'en rendre compte, énormément de choses de cette façon-là. Il y a aussi le système des colliers d'experts qui est intéressant. C'est-à-dire que il y a tout simplement des petits colliers que les enfants peuvent choisir avec la photo d'une activité. Et un enfant peut demander à un autre de lui apprendre une activité ou de faire une activité avec lui. D'accord. Donc un enfant qui est expert avec un matériel, c'est ça, ou sur voilà, qui a acquis une compétence, peut aider un autre enfant. Tout à fait. Voilà. Mais comment c'est donc tu parles de collier, donc comment c'est matérialisé? Comment un enfant plus jeune ou moins avancé peut savoir à quel enfant s'adresser s'il a besoin? Alors les enfants volontaires le matin peuvent décider de mettre un collier d'expert autour du cou, ce collier autour du cou avec la photo de l'activité, et ça veut dire pour tout le monde, voilà, moi je sais réaliser cette tâche. Je la maîtrise et je propose à ceux qui sont intéressés de leur apprendre, de leur montrer. D'accord, donc vous avez plein de colliers avec plein de photos différentes en fonction des activités qui sont dans la classe. Et l'enfant peut mettre le collier le matin s'il a envie d'aider un autre. C'est ça, alors on n'en a pas... Ouais, on a un peu ciblé les activités qui sont pas forcément les plus faciles, mais des activités dont on a besoin de façon très... récurrente, et comme ça nous donne un bon coup de main aussi. Tu peux donner des exemples, Marie, s'il te plaît? Par exemple, le fait d'apprendre les chiffres avec les chiffres rugueux, ou d'apprendre les lettres, ça c'est quelque chose, un enfant quand il commence à s'intéresser à ce matériel-là, il faut absolument lui faire plusieurs fois
par jour et en tout cas plusieurs jours de suite si on veut que ça rentre. Et pas forcément nous disponibles pour le faire. Donc, d'avoir des petits relais comme ça, des petits experts qui prennent notre place et qui vont eux aussi aller apprendre aux autres à reconnaître les chiffres ou les lettres, c'est assez précieux. Alors, ça nous aide, nous, bien sûr, parce qu'on a nos petits acolytes qui font un peu notre travail de maîtresse, mais ça sert bien sûr aux enfants qui apprennent de nouvelles compétences face aux plus grands, mais ça sert aussi beaucoup aux plus grands. Et ça, des fois, on n'y pense pas en première instance, mais pourtant, ça, c'est très important parce qu'on a vu des enfants en difficulté. On est quand même dans un quartier sensible où il y a des enfants en vraie difficulté. On avait un grand, par exemple, l'année dernière qui a eu beaucoup de mal à intégrer les chiffres, qui a fini par bien les connaître, à reconnaître les symboles jusqu'à 9, tout simplement. Et après, on l'a vu spontanément mettre le collier d'expert et montrer à un plus petit et avoir beaucoup d'empathie pour les difficultés du plus petit en disant, tu sais, pour moi aussi, ça a été dur, je te comprends. Et vraiment avoir beaucoup de patience pour l'apprendre au plus petit. Et on voyait aussi dans ses yeux toute l'estime de lui qu'il avait et cette fierté qu'il avait maintenant d'avoir intégré puis de montrer un plus petit. Donc ça, c'est absolument pas négligeable, c'est même extrêmement important, ce genre de situation qu'on peut laisser se vivre en classe, c'est très important pour ceux qui apprennent, mais aussi pour ceux qui apprennent quelque chose de nouveau, mais aussi pour ceux qui savent et qui peuvent aider parce qu'il y a il y a vraiment une fierté, une estime de soi qui se développe et qui est fondamentale. Et puis dans la vraie vie... Oui, vas-y Marie. On sait que le fait d'apprendre à un autre, ça permet dans le cerveau d'ancrer définitivement cet apprentissage-là. Donc le formuler et l'apprendre à un autre, c'est la meilleure façon pour soi-même de l'apprendre définitivement et de l'inscrire. Et en plus dans la vraie vie, on a envie aussi quand on est compétent sur un domaine, on a envie de partager, d'échanger. Donc on le fait naturellement quand on est adulte dans la vie de tous les jours. Donc là je trouve que c'est laisser l'opportunité aux enfants, d'apprendre entre eux quoi. C'est chouette. Et je me demande, est-ce que vous avez une aide maternelle avec vous dans la classe, dans les deux classes? On a une aide maternelle qui est à temps plein et une deuxième qui n'est là que le matin. D'accord. Donc du coup, vous êtes 4 adultes le matin pour vous occuper des enfants. Voilà. Et comment vous lui avez transmis en fait parce que c'est une manière de travailler qui est complètement différente et ça peut être déstabilisant pour certaines personnes. Comment vous avez communiquer avec vos deux aides maternelles pour que leur rôle, j'imagine que leur rôle n'est pas de nettoyer derrière les enfants, pas du tout. Donc comment vous avez fait pour je pense qu'elles n'ont pas le même rôle que le vôtre, mais voilà, comment vous êtes organisés? Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet très important que tu abordes là, Céline, parce que c'est vraiment un travail d'équipe dont on parle et on a absolument besoin de la collaboration étroite avec nos aides-SEM. Et il se trouve qu'on a pour nos deux ATSEM, donc on va parler de la situation du matin, où on a donc deux ATSEM. On propose à l'une de gérer un petit peu ce qu'on appelle la vie de classe, c'est-à-dire l'ambiance de classe, alors que les enseignantes, nous sommes auprès des enfants pour faire des présentations, le plus possible. Et on essaye d'être vraiment concentrés sur les apprentissages. Une de nos deux ATSEM circule dans les deux classes et aussi dans le petit coin bibliothèque qui est installé dans le couloir. Donc, elle circule dans ces 3 endroits et elle veille à l'ambiance, c'est-à-dire que les enfants, elle répond à leurs questions, elle gère des petites choses, des petites excitations qu'ils peuvent avoir, des enfants qui ne sont pas au travail, qui font autre chose, elle essaye de les orienter vers une activité constructive. Voilà. Et notre deuxième ATSEM, alors elle est dans la salle de jeu et elle s'occupe de groupes de petits, parce qu'on a un fonctionnement un petit peu différent pour nos petits qui viennent pendant la moitié du temps
avec nous, enfin avec les moyens grands et donc avec les maîtresses. Et pendant moitié du temps, on leur propose des petits ateliers spécifiques, donc avec une ATSEM, des choses vraiment, des choses qu'on a pu faire quand on avait des classes de petits dans un système classique, parce qu'on trouve que c'est bien aussi pour les petits d'avoir un temps un petit peu cocooning, où vraiment l'ATSEM est auprès d'eux, leur propose une activité bien encadrée. En fait, on trouve que ça leur convient bien aux petits d'avoir des activités comme ça un peu plus encadrées. Donc, il y a une des deux ATSEM finalement qui a un rôle quasiment comparable à ce qui serait dans une école avec un fonctionnement classique. Et puis, une des ATSEM, par contre, qui a un rôle très différent. Cette gestion d'ambiance, c'est quelque chose effectivement très différent. Voilà. Voilà, donc le travail en équipe est vraiment encore là hyper important, quoi. Et on a une chance énorme d'avoir une collègue ATSEM qui aime ce fonctionnement de gestion d'ambiance. En revanche, pour notre autre ATSEM, elle n'était pas au courant du projet en arrivant, malgré notre demande à la mairie de vraiment cibler ce poste comme un poste différent. Ça n'a pas été fait. Notre collègue est arrivée sur ce poste sans connaître le projet et a quand même été très déstabilisée. Donc cette question des ATSEM est vraiment fondamentale et nous, on ne l'a encore pas vraiment résolue. Oui. On a eu de la chance cette année que l'ATSEM qui arrivait n'était pas très enchantée de cette organisation différente. Elle n'avait pas tellement envie de changer ses habitudes. Et malgré tout, nous, on a beaucoup apprécié son travail cette année. On apprécie beaucoup son travail, tant mieux. Mais c'est vrai que pour les ATSEM, il y a vraiment une différence. Et ça change tous les ans ou leur poste est fixe? Parce que si tous les ans vous avez à reconstruire les choses, c'est compliqué. Sur la ville de Besançon, en théorie, on leur propose de rester 3 ans au même endroit si elles le souhaitent. D'accord. Selon les ATSEM, il y en a qui vont, si elle se plaît, elle peut rester 3 ans, ce qui est quand même relativement rapide, 3 ans. Bah oui. Et si elle se plaît pas, elle peut changer tous les ans. Oui, donc ça fait quand même c'est difficile quand même. Chaque année, vous êtes quand même obligé de reconstruire quand même un peu les choses si elles ont changé, quoi. Ouais, et c'est vrai qu'il y a vraiment à être très vigilant au départ. Donc nous, on a quand même essayé de réfléchir au maximum à ce travail en équipe. On a construit un document qui s'appelle le rôle des adultes, qui reprend vraiment des points essentiels sur l'attitude à avoir dans ce type de fonctionnement. Donc on en parle beaucoup entre nous et surtout en début d'année, on essaye vraiment de se réunir souvent avec les ATSEM pour construire avec elles ce fonctionnement. L'an dernier, on avait démarré l'année d'une façon différente. Il y a eu une petite coupure, mais vas-y, tu peux continuer. Il y a un petit décalage avec Zoom, on a un petit souci de connexion, mais je pense que ça va repartir. Vas-y. Ok. Donc voilà, je pense que les années ne se ressemblent pas et qu'il y a toujours à adapter selon les élèves qu'on a, selon le personnel qu'on a. On travaille aussi avec des services civiques, donc on a aussi à intégrer ce genre de personnes-là en plus. Et voilà, le travail d'équipe est très important, donc on a toujours à écouter les autres et à faire en sorte que chacun trouve sa place, que chacun se sente bien, parce que notre projet d'école heureuse, c'est pas seulement des enfants heureux, c'est aussi, et c'est très important, des adultes heureux. Ça va ensemble, hein. C'est difficile d'avoir l'un. On pourrait avoir l'un sans l'autre, mais quand tout le monde est heureux, c'est encore mieux, quoi. C'est ça. Ouais. Et je sais, ça vous est peut-être pas encore arrivé, mais j'imagine que les auditeurs qui nous écoutent peuvent se poser cette question. Si un jour vous rencontrez une ATSEM qui n'est pas du tout au courant qui ne connaît pas Montessori, Catherine Guéguen, enfin vraiment qui arrive d'un autre monde, comment vous pouvez l'accompagner? Comment vous feriez pour l'accompagner pour qu'il y ait cette bienveillance? Parce que j'ai l'impression que dans votre projet, c'est vraiment indispensable. Une ATSEM qui s'énerverait après les enfants ou qui les malmènerait, c'est pas compatible. Donc comment vous réagiriez si ça vous arrivait un jour?
Alors, comme tu disais, Marie, c'est vrai qu'on organise, surtout en début d'année, beaucoup de réunions. Enfin, beaucoup, c'est-à-dire à peu près euh, tous les 15 jours ou tous les mois. Et en tout cas, de toute façon, toute l'année, avant chaque vacances, on fait un point. Donc, je pense que ça serait à ce moment-là qu'on aborderait les choses de façon directe. C'est vrai que le document Attitude des adultes, on trouve important parce qu'il met les choses au clair, sur tout ça, sur l'attitude que nous on doit avoir face à si un enfant réagit, si un enfant fait une colère, comment est-ce qu'on réagit nous en tant qu'adultes, comment on gère les choses. Donc c'est comme une charte qui doit être respectée un peu par tout le monde dans l'école. Donc ça serait un sujet abordé au moment d'une réunion. Mais oui, c'est pas évident parce que là on touche aux relations humaines entre adultes. Ouais. Et pour le coup, c'est jamais simple, que ça soit ici, enfin, dans une école, que ça soit dans n'importe quel milieu professionnel. Si vraiment il y avait ça prenait des proportions très importantes, effectivement, on ne pourrait pas travailler avec quelqu'un comme ça. Si vraiment c'était une situation extrême, ça mériterait une réunion avec le supérieur hiérarchique de la mairie, notre directeur, en disant, en expliquant les choses. Oui, parce qu'il y a besoin de cohérence. Je veux dire, les enfants ont besoin de se sentir en sécurité. Donc, s'il y avait une ATSEM un peu hargneuse, ça serait embêtant, quoi. Ça serait très embêtant, oui. Et j'aimerais vous poser des questions sur la récréation, du coup. Comment vous vous organisez pour la récré? Alors, chez nous, la récréation, elle est facultative. Parce que on a envie de laisser une plage de travail la plus large possible, sans être obligé de dire stop, il est 10h30, on arrête et on va dehors. Un enfant qui a envie, qui est dans une activité, qui est concentré, qui veut continuer son activité, on n'a pas envie de l'arrêter. Donc, on leur laisse le choix de rester en classe ou de sortir. Donc, il y a systématiquement Stéphanie ou moi qui restons à l'intérieur avec un petit groupe d'élèves, parce qu'en général, ils sont quand même pas beaucoup à vouloir rester, mais on peut avoir jusqu'à une dizaine d'élèves quand même. C'est pas forcément les mêmes tous les jours, ça change. Et on les accompagne, c'est un petit moment privilégié pour continuer le travail ou pour leur montrer des nouvelles choses. Donc c'est un moment qu'on apprécie toutes les deux de pouvoir vivre avec eux tous les jours. Et l'autre va dehors en récréation. Et là aussi, la récréation, elle est pour nous un moment particulier. Et cette année, on a fait vraiment un travail essentiel sur la récréation où on a réfléchi à un autre espace et à des autres jeux. Donc la récréation est devenue aussi pour nous un espace d'expérimentation qui, en tout cas, cette année nous a donné des belles expériences et on est assez contente de ce qu'on a mis en place cette année. Je pense par exemple au banc de l'amitié. Donc on a un banc qui a été décoré et qui sert à accueillir un enfant qui se sentirait tout seul, un petit peu exclu. Donc il va s'asseoir et quand on voit qu'il y a un enfant sur ce banc, on va le chercher. Enfin, pas nous, hein, les enfants. Vont chercher et vont voir ce qui se passe, vont voir s'il a besoin d'aide, vont voir s'il a besoin d'un copain, vont voir ce qui se passe. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Et on a dans l'école un espace qui est très chouette parce qu'on a une cour, mais on a aussi un espace vert avec des arbres, avec une zone en herbe et on a un espace de regroupement à l'extérieur. Donc c'est quand même très agréable. Et Stéphanie a eu aussi la très bonne idée d'instaurer un coffre. Donc, je ne sais pas si tu veux en parler, Steph. Un coffre à jouer. Merci, oui. En fait, tout simplement, concrètement, c'est dans un un coffre de jardin en plastique comme on trouve dans tous les magasins de jardinerie. On met à l'intérieur des choses très hétéroclites qui sont du matériel assez gros qui tient dehors et qui est sécurisant pour les enfants. Voilà, c'est ça nos critères, mais surtout c'est pas des jouets.
Ça ressemble à rien. Donc c'est plutôt du matériel, des choses qu'on pourrait trouver dans le garage. Ça va être des bâtons, ça va être une bâche en plastique, des choses qui roulent, des ressorts, enfin. Pour que les enfants s'imaginent quelque chose et voilà, c'est ça, pour qu'ils puissent créer quelque chose. Voilà, et puis encore plein d'autres objets qu'on récupère et qui ressemblent à rien, qu'on ne pourrait pas nommer, tellement c'est bizarre. Et ces objets-là, ils sont à disposition des enfants et justement, ils créent. Voilà, ils font ce qu'ils veulent, ils jouent. Ouais. Et vraiment, on a retrouvé des enfants qui jouent. Et c'est super agréable à regarder. Des enfants qui jouent tout seuls en inventant et en trouvant des fonctions à ces objets hétéroclites, voilà, que eux seuls peuvent trouver dans leur imaginaire d'enfant. Et puis aussi en jouant en groupe, c'est-à-dire il y a des bâtons, on voit des défilés de majorettes très structurés, on voit des fanfares. Oui, il y a des tuyaux, donc ils font des espèces de trompettes, ils font des fanfares, ils font de la guitare électrique. Des guitares électriques, enfin, ils inventent tout un tas de choses avec cet objet. Et alors voilà, nous on aime bien les solutions qui coûtent rien et qui sont aussi des possibilités très créatives. Moi, j'aime beaucoup cette dimension de créativité et de jeu. Et puis, je sais pas, Céline, si tu me permets de bifurquer sur un sujet qu'on adore aussi, c'est l'école dehors. Oui, j'avais juste encore 2-3 questions sur la récréation, mais j'y viens sur l'école dehors. J'y viens. Oui, quand je vous entends, en fait, j'ai l'impression que vous avez ramené de la vie dans l'école, en fait, tout simplement. C'est vivant. Chez nous, c'est très vivant. Voilà. Parce que pourquoi ne pas mettre un bac en plastique avec des objets hétéroclites dans toutes les cours de récré ? Ça serait totalement... ça coûte rien, c'est pas difficile, ça permet aux enfants de jouer et j'imagine qu'il y a beaucoup moins de conflits entre eux. Exactement. Voilà, parce que du coup, ils peuvent jouer, donc... oui, mes 2 dernières questions sur la récréation avant de parler de l'école du dehors. Imaginons j'ai bien compris que votre intention est de ne pas interrompre les enfants, mais du coup à quelle heure, à quel moment vous décidez de sortir ou pas ? Enfin, il y a des enfants qui décident de sortir et d'autres qui restent de rentrer. Comment ça se passe du coup concrètement ? On a quand même remarqué que en gros vers 10h30 il y a un petit essoufflement. Il y a un petit peu un moment creux où certains ont besoin de s'aérer, clairement. 10h, c'était un peu tôt. 10h, on remarquait qu'ils étaient quand même tous encore vraiment bien occupés. Et on voit bien qu'il commence à y avoir un peu plus de bruit vers 10h15. On voit bien que ça papillonne un petit peu plus. Et on s'est dit, 10h30, c'est bien. C'est un peu le moment où il y a un creux. Donc là, on fait discrètement sonner une petite clochette qui indique que ceux qui veulent, on va dehors, et ceux qui ne le souhaitent pas, vous pouvez rester à l'intérieur. Ah ouais, super. Parce que j'en discutais de l'histoire de la récréation avec une enseignante de maternelle là, qui s'est inscrite à ma formation en ligne, et on était en visio et on parlait du problème de la récré, et elle n'a pas la même chance que vous, elle est toute seule à travailler de cette manière-là dans son école maternelle. Et il y a plusieurs classes, je sais plus combien, mais voilà, elle est pas toute seule, il doit y avoir 3-4 classes de maternelle. Et en fait, ses collègues lui imposent de sortir à 10h. Et voilà, elle me parlait de cette problématique-là parce qu'elle souvent ses élèves, ses enfants sont les enfants sont encore tous bien concentrés et voilà, c'est vraiment dommage de les interrompre alors que l'ambiance est au travail. Et comme elle doit surveiller les enfants des autres ou ranger les vélos, enfin bref, avec cette histoire d'organisation au sein des collègues, elle est obligée d'interrompre ses élèves. Comment alors j'ai pas pu lui apporter de réponse toute faite parce que je pense pas qu'il y en ait, mais quand je vous expose cette situation, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en fait ? Comment on pourrait l'aider pour qu'elle garde sa liberté et qu'elle ne dépende pas du système des autres instituts qui veulent sortir à 10h. Après, c'est sa façon de s'imposer auprès de ses collègues, d'imposer sa différence et ses choix auprès de ses collègues qui va être en jeu. Il n'y a pas tellement d'autres solutions toutes faites. Je crois pas qu'on soit obligé dans une école de tous sortir en même temps. Je pense pas qu'il y ait un texte qui dise
Vous devez vous harmoniser et tous sortir à la même heure. Je suis pas sûre, moi, qu'il y ait un truc comme ça. Donc, est-ce qu'il y a moyen de discuter en conseil d'école et de demander à ce qu'elle puisse aller un petit peu en différé? Et est-ce que envisageable. est-ce que la récréation est obligatoire dans les textes? Est-ce qu'on a l'obligation de sortir? Ça, je sais plus. Je crois pas non plus. En tout cas, nous, en maternelle, on a fait le choix l'après-midi de ne pas sortir. D'accord. Parce que le temps de l'après-midi, il est quand même moins long que celui du matin. Et justement, nos élèves, ils sont dans leur activité, ils sont toujours à fond dans ce qu'ils font. Et on a fait le choix de ne pas couper. Mais par contre, on fait souvent un accueil à peine plus long pour qu'on puisse avoir un temps dehors qui soit assez long pour pouvoir justement mettre en place des jeux. Donc, comme on attend que tout le monde arrive, qu'il y ait un accueil échelonné en extérieur en début d'après-midi, ce temps-là, on l'augmente un petit peu pour qu'il soit assez long pour mettre en place des jeux. On en profite à ce moment-là et puis après on rentre, mais on ne ressort plus. Oui, donc vous organisez votre temps dedans, dehors, un peu en fonction de votre organisation, mais sans vous préoccuper des textes administratifs. Ouais, je pense pas qu'on soit hors cadre en faisant ça. Non, mais c'est bon, les auditeurs, je pense, vont être contents d'entendre ça, qu'on a cette liberté quand même. Même si nos autres collègues ne fonctionnent pas comme ça, on a quand même cette liberté de choix. Et donc, vous passez beaucoup de temps dehors. Et oui, c'est un sujet qui nous tient à cœur, l'école dehors. Et alors, on propose des activités de jardinage comme dans de nombreuses écoles. On a la chance d'avoir un jardin partagé tout près de l'école, un jardin de quartier. Donc, on est bien accompagné et ça nous soulage beaucoup d'un travail de préparation et d'organisation. On n'a qu'à aller dans le jardin et on a les petites graines à récolter. On visite le jardin, on sème, on récolte, on goûte. Enfin bon, c'est vraiment super. On propose aussi beaucoup d'activités à l'extérieur, mais au sein de l'école. On a la chance d'avoir un espace de verdure et des arbres dans l'école. Donc Marie, tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a des troncs d'arbres coupés dans la longueur qui forment des bancs. On a 2 endroits de regroupement comme ça. Et puis, c'est vrai que les enfants jouent dehors, entretiennent aussi la cour. On a des petits outils, des râteaux, des balais, des petites brouettes, et c'est eux qui ramassent les feuilles. On a des bacs et aussi des fleurs dans l'école, et c'est eux qui s'occupent de ça. Et aussi, ce qui est le plus original, en tout cas, c'est les sorties en forêt. On va régulièrement, donc tous les mois, et on souhaiterait tous les 15 jours avec les moyens grands, on va en forêt une demi-journée sur un lieu qui est toujours le même, un lieu qu'on a choisi, qui nous demande une demi-heure de marche depuis l'école. Et donc, on part une matinée par mois avec nos 2 classes, quelques parents accompagnateurs. Tout le monde a ses petites bottes aux pieds et on va en forêt. Alors, on marche, bien sûr, pour y aller, pour revenir. Et puis, là-bas, les enfants, donc, on a aussi un lieu de regroupement sur des troncs. Donc, les enfants, en arrivant, s'assoient. On a un petit rituel où on dit bonjour à la forêt, où on rappelle les règles de sécurité par rapport aux enfants, bien sûr, par rapport aussi au respect de la nature. Et puis ensuite, on laisse les enfants jouer. Ça représente une heure et quart, 1h30 de jeu libre dans la forêt, où là, les adultes s'effacent au maximum pour laisser les enfants développer le plus de créativité possible, le plus de coopération possible. Et alors là, il se passe énormément de choses. C'est aussi un terrain de jeu, d'activité physique extraordinaire, qu'on ne pouvait pas proposer dans une école. En plus, donc l'endroit où on va, nous, c'est une combe et il y a vraiment des endroits où ça grimpe, il y a des endroits où ça glisse, il y a des endroits où il y a des rochers, il y a des endroits où il y a des ronces. Donc tout ça, ça développe les perceptions sensorielles, les capacités motrices. Et puis on voit des enfants qui, petit à petit, au fur et à mesure des venues, développent une créativité vraiment merveilleuse, qui nous émerveille, c'est ça, et beaucoup de coopération.
des liens aussi qui ne se font pas en classe. Il y a des enfants qui ne jouent pas en classe ensemble et qui en forêt vont jouer et fabriquer quelque chose ensemble. Enfin, il y a quelque chose de tout à fait différent qui se passe en forêt et qui vraiment, encore une fois, nous émerveille. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les prend en photo, on les filme. Et par contre, les parents et les ATSEM se mettent, et notre emploi civique, se mettent tout autour du périmètre. Voilà, nous, on a choisi de fonctionner comme ça. On a un périmètre qui est assez grand quand même. Hein. Les enfants ont de la place pour explorer. Et nous, on circule, on les observe, mais on intervient le moins possible. Ouais, c'est super chouette. Et tu dis les moyens grands, donc pas les petits? Alors, les petits, ici, viennent une fois par mois, mais on aimerait bien développer plus de sorties pour les moyens grands, peut-être pas pour les petits, bon, c'était notre choix pour l'instant. Et on voudrait, avec les moyens grands, faire des activités en forêt, mais qui seraient plus scolaires. D'accord. Voilà, parce qu'il y a aussi plein de choses à faire en sciences, en créativité, en land art, en numération. Il y a plein de choses qu'on peut faire en motricité, des grands jeux organisés. Oui. Donc, ce qui est chouette, là, c'est la liberté qu'on leur laisse, parce que vraiment, on n'a pas ça à l'école, enfin, pas suffisamment à mon sens, vraiment de liberté et d'exploration en grand. Et là, ce qu'on aimerait rajouter, c'est des activités plus scolaires, parce que la nature offre tellement de potentiel aussi pour l'apprentissage qu'on trouve dommage de pas en profiter. Mais là, ça pourrait être l'occasion avec la reprise où il va falloir tout désinfecter, que les enfants soient éloignés des uns des autres. En forêt, au moins, on serait tranquille. Ouais. Après, on y a pensé, mais pour se rendre en forêt, on doit traverser des routes. Donc, il faut que les enfants soient vraiment concentrés. Il faut sur le trottoir, on les oblige à rester par deux. Il y aurait le problème du trajet, un mètre sur les trottoirs. Donc, non, ça va être... On ne pense pas pouvoir le faire à la reprise. Mais dès que possible. Par contre, c'est vrai qu'avec cette reprise un peu particulière, on a tout de suite pensé à faire classe uniquement dehors. Donc, c'est facile de mettre les tables dehors, de sortir ce qu'il faut et on fera classe dehors. On nous demande d'aérer. Là, c'est bien, ça sera aéré. C'est ça. Non, mais c'est sûr, c'est une super idée, quoi. C'est une super idée. Génial. Et... Alors, pour ce projet-là, on travaille avec d'autres écoles du département et avec l'association Graines, qui est vraiment une association d'éducation à la nature qui est vraiment un accompagnement précieux pour nous. Donc, le Graines Bourgogne-Franche-Comté, et avec la FCPE, l'association des parents d'élèves, qui sont très impliqués dans tout ce qui est novateur à la FCPE. Ils soutiennent vraiment les projets innovants et tout ce qui est en lien avec la nature. Donc, on travaille aussi en partenariat avec d'autres collègues et c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Et dans tout ce que j'ai entendu là de votre projet, il y a quand même pas mal de fondations ou de piliers de Maria Montessori. Le libre choix, la bienveillance, le fait que chaque enfant avance à son rythme, enfin voilà, ça s'entend. Est-ce que vous confirmez déjà, avant que je pose ma question suivante, est-ce que vous confirmez quand même que vous vous êtes beaucoup appuyé sur la pédagogie de Maria Montessori ? Oui, bien sûr. Ouais. Et j'ai eu l'impression, je me trompe peut-être, dites-moi, dans le document que j'ai lu, j'ai pas beaucoup vu le nom Montessori apparaître. Est-ce qu'il y a une raison derrière ? Enfin voilà, j'aimerais bien essayer de comprendre. Oui, il y en a une. Il y en a une, c'est que souvent ce mot-là, pour l'instant en tout cas, on espère que ça va évoluer, mais à l'éducation nationale, je crois que le mot Montessori s'apparente un peu à un gros mot. Quelque chose qu'il ne faudrait pas trop dire. Ça fait peur, je pense que les gens ne connaissent pas suffisamment ou ont peut-être entendu des dérives ou des façons de l'utiliser qui ne sont pas forcément bonnes. Donc, on ne se vante pas trop de l'utiliser. En tout cas, clairement, on l'utilise, le matériel est d'une richesse incroyable. Maria Montessori a réfléchi à une progression aussi entre tout ce matériel-là, qui est une mine d'or. Donc, on peut lui faire vraiment confiance là-dessus
nous, on s'est appuyé sur toute cette progression. Le matériel pour les enfants en autonomie, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Chaque matériel isole une difficulté. Donc ça, c'est quand même incroyable. Il y a peu de jeux comme ça qui permettent d'isoler une difficulté et d'avancer graduellement, sont en plus répétés. Voilà, c'est juste c'est parfait. Après, c'est sûr que il y a des choses dans la pédagogie Montessori sur lesquelles on n'a pas forcément adhéré ou des choses qu'on a préféré enrichir. Voilà, nous, on a essayé de faire un petit peu comme on le sentait et on a enrichi sur pas mal de choses. Oui, sur le jeu, j'ai entendu une salle de jeu où les enfants peuvent jouer librement. C'est vrai que elle, dans sa pédagogie, c'était les moments où les enfants jouaient, c'était pas sur le temps de classe, c'était sur un autre moment. Là, vous avez voulu aussi laisser l'opportunité aux enfants de jouer en classe. C'est ça. Surtout pour les petits. Nous, on a des tout petits, des petits. Et ce temps de jeu libre comme ça, de construction, il nous paraissait essentiel pour des petits qui entrent à l'école. Oui, donc le fait de ne pas avoir cité trop le nom de Maria Montessori dans votre projet, c'était en gros pour éviter que les gens... souvent les gens ont des fausses croyances sur les travaux de Maria Montessori. Les gens pensent que les enfants font ce qu'ils veulent, qu'il n'y a pas de cadre. Et du coup, en gros, plutôt que de dire « on s'appuie sur Maria Montessori », vous avez plutôt dit « nos axes à nous, c'est ça, ça, ça et ça ». En fait, c'est ça. Oui, on a préféré expliquer ce qu'on faisait plutôt que de dire qu'on faisait comme quelqu'un d'autre. Oui. Et en plus, c'est pas vrai parce qu'on ne fait pas comme Maria Montessori du tout. Il faut pas oublier que Maria Montessori, dans son discours, elle dit bien que ça évolue constamment. Et son fils, d'ailleurs, le dit que si elle était encore parmi nous, son travail serait encore différent maintenant. Donc, il faut pas non plus se figer sur... quelque chose qui a fonctionné il y a 50 ans. Voilà, on n'a pas les mêmes enfants maintenant et on se doit de s'adapter à notre public. Et puis, oui, ça, elle l'a toujours bien revendiqué, voilà, que l'observation était indispensable, ça s'adaptait à chaque enfant et que les choses allaient évoluer, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a pour les auditeurs qui nous écoutent et voilà qui sont déjà un peu avancés dans leur démarche mais qui n'ont pas, on va dire, qui ont les connaissances mais qui n'ont pas encore osé franchir le pas, quels conseils vous aimeriez leur donner? Alors le premier conseil que j'aimerais leur donner, c'est vraiment d'aller à leur rythme et de respecter leur rythme. Si on peut parler de transition, passer d'un système à un autre, ne pas forcément vouloir tout changer d'un coup. Accepter que ça prenne plusieurs années. En tout cas, c'est ce qui a été le cas pour nous deux, Marie de son côté ou moi du mien. On n'a pas tout changé d'une année à l'autre. On a accepté de prendre du temps. Moi, au début, j'avais un système un petit peu binaire, des ateliers autonomes pour les enfants et en même temps des choses plus ciblées avec moi. Bon, moi, ça me convenait pas trop. Je réussissais pas trop comme ça. Donc, j'ai eu besoin de passer sur un système complètement d'atelier libre. Mais c'est parce que moi, j'ai ressenti ce besoin. Mais vraiment, le conseil, ça serait de prendre son temps et d'accepter ça, de ne pas être trop exigeant avec soi-même et de ne pas se mettre la barre trop haute. Et aussi, même avec les enfants. Enfin, même l'écueil qu'on a pu avoir, nous, Marie et moi, en septembre 2018, quand on a ouvert, on était tellement contentes. On avait tellement bien préparé nos classes pendant l'été que on voulait que le premier jour de septembre, tout démarre à fond. Et en fait, on a vite un petit peu diminué nos ambitions. On a remis un petit peu des règles plus cadrantes. En fait, je crois qu'il faut commencer par repartir de ce qu'on connaît et ce qui fonctionne, ce qu'on sait faire. Et petit à petit ouvrir de façon très progressive. Voilà, rajouter des choses petit à petit. Nous, on s'est trompé. Hein. Enfin, au début, on est tombé dans l'écueil. Il y a eu des gros moments de panique à bord au début où ça courait dans tous les sens.
Mais voilà, on en tire les conclusions. Bon, on ferme les portes au début un petit peu s'il faut. Si la bibliothèque, c'est trop le bazar parce qu'il n'y a pas de surveillance, tant pis, la bibliothèque, elle ne fonctionnera pas pendant une semaine. Et puis après, on a mis des règles de collier, des règles de sablier pour gérer le temps, pour gérer le nombre d'enfants. Enfin, voilà, il faut... Il faut pas hésiter il faut pas hésiter à mettre des grands draps sur certains jeux en disant bon là ils sont pas prêts à toucher à tout pour l'instant, donc on se concentre sur certains ateliers et on oublie les autres. Voilà, il faut y aller petit à petit, ne pas se mettre la pression. On peut commencer au début peut-être par des jeux de manipulation. Ça peut être aussi des petites caisses individuelles où les enfants apprennent déjà à aller chercher, choisir un matériel, mais qui va être très facile à utiliser, qui ne sera pas un matériel Montessori qui demande une présentation, qui sera une petite caisse de Lego tout simplement, avec ou sans petite fiche à l'intérieur, mais une petite caisse de Lego qu'on a tous dans nos écoles, que l'enfant va choisir. Il va par exemple jouer sur un tapis, ce qui l'oblige déjà à installer son tapis, à s'installer sur le tapis, ensuite à ranger son activité, à rouler son tapis. Voilà, c'est déjà pas mal ça. Ouais. On n'a pas fait du Montessori, on n'est pas rentré dans les apprentissages académiques, mais on fait déjà du bon travail quand on prépare sa classe à ce genre d'habitude. Oui. On peut commencer uniquement, pourquoi pas, avec des activités comme ça. Oui, pour développer l'autonomie, l'ambiance de travail et tout ça, oui. D'accord. Eh bien, c'était super intéressant. On va terminer le podcast avec une citation que vous aimez bien, que vous aimeriez partager. Allez, on va le dire ensemble, Marie. L'école d'aujourd'hui sera le monde de demain. Voilà. Vu que vous aviez choisi la même, autant la dire en même temps. Et le livre un livre que vous aimeriez faire découvrir aux auditeurs? Alors c'est un livre que je suis sûre que tout le monde connaît et que la France entière le connaît. Bien sûr. Bien sûr. Et au-delà, c'est le livre de Catherine Gagen, Pour une enfance heureuse, puisque le titre de ce livre est à l'origine du titre de notre projet, Pour une école heureuse. Voilà. Donc, on a beaucoup d'affection pour Catherine Gagen, pour son travail, pour le message qu'elle diffuse en France et qui nous aide énormément. Ouais, d'ailleurs, elle a écrit plusieurs livres, mais il y a aussi ses conférences sur YouTube en tapant Canopée 91. Ah, 91, j'ai un doute, faudrait que je revérifie. Mais voilà, on peut écouter aussi ces deux conférences, la conférence qui est coupée en deux, là. Voilà. On sait jamais si les auditeurs n'aiment pas lire, s'ils préfèrent écouter. Et est-ce que vous auriez un coup de cœur ou un coup de gueule à partager? Alors les coups de gueule, non, c'est pas notre genre. On préfère les coups de cœur. Allons-y. Les coups de cœur, on en a souvent, mais le dernier, c'est ensemble avec Stéphanie, on a rencontré Annabelle, en fait, qui est un personnage construit par une fille qui est vraiment extraordinaire. Elle s'appelle Sandra Meunier. On l'a rencontrée à Montpellier. Elle a fait une conférence avec son personnage Annabelle et son association s'appelle Terre de Joie. Et en fait, sa proposition, c'est d'aider les enfants à ressentir la joie en eux. Voilà, c'est quelque chose de tellement simple. En fait, souvent, on se rend compte avec Marie, on aime les choses très simples. Et souvent, le plus important, et ce qu'on a envie vraiment de travailler, c'est des choses très simples. Voilà, il n'y a pas besoin de choses compliquées pour que les enfants soient bien. Et Marie, tu veux continuer? On t'entendait plus, c'est pour ça que j'ai repris la parole. Merci Stéphanie. Oui, en fait, nous, on aime bien cultiver le bonheur. Et ce sont des petites choses qui sont faciles et Annabelle le fait vraiment de façon magique avec les paillettes. Et elle a créé un jeu qu'elle propose aux écoles et elle fait des spectacles qu'elle vient jouer dans les écoles où elle rend les enfants actifs. Elle en fait des héros de la joie. Et c'est vraiment des petites actions toutes simples pour aller trouver autour de nous et surtout à l'intérieur de nous tout ce qui nous apporte la joie. Et c'est un aspect
que l'on veut surtout pas oublier dans les écoles. Donc ça sera ça, le coup de cœur. Et elle a créé une chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle propose. Terre de joie. En tapant Annabelle, ça suffira ou il faudra rajouter autre chose? L'instant d'Annabelle. L'instant d'Annabelle, d'accord. Bon, bah c'est terminé en parlant de joie, c'est une belle conclusion, je trouve, parce que voilà, dans votre projet, on sent qu'il y a beaucoup de joie, de vie, et que voilà, j'espère que ça va inspirer de nombreux professeurs des écoles en France et au-delà. En tout cas, on salue très chaleureusement tous les collègues et toutes les personnes qui ont écouté ce podcast, et on espère avoir pu leur apporter des petites touches utiles. On invite ceux qui nous écoutent à nous suivre sur le compte Twitter de l'école Heureuse Condorcet. Super, c'est ce que j'allais te demander justement, où est-ce que les enseignants ou les auditeurs pouvaient vous suivre. Donc le compte Twitter on a aussi une chaîne YouTube où on a posté des vidéos qui peuvent aussi aider les enseignants. Oui, bah les 3 vidéos, je les mettrai dans le lien du podcast, voilà, pour qu'ils puissent accéder directement, et le compte Twitter. Et ben merci beaucoup Marie et Stéphanie. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite à regarder les 3 vidéos que j'ai rajoutées dans la description du podcast. Voilà, en images, ça sera un petit peu différent que juste de l'audio avec le podcast. Et si vous avez envie de les contacter, donc voilà, vous pouvez passer par leur page vous pouvez passer par Twitter. Pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, de cliquer sur les étoiles si c'est avec Apple Podcast, et voilà, surtout d'en parler autour de vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux à changer le monde par l'éducation. Je vous dis à vendredi prochain.